Merci. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 55 ans et j'ai été opérée d'un gliome en 2022 suite à une crise d'épilepsie. J'ai été prise en charge dans un premier temps en province et comme je réside à Paris, j'ai rencontré le professeur Palu qui m'a opérée en décembre 2022. Voilà. Monsieur. Bonjour à tous. Préambule, c'est hyper difficile de revivre un peu à travers les slides ce que j'ai vécu il y a 2 ans parce que j'étais un peu parti de ce, voilà, de ce vocabulaire, ménage, bio, etc. Donc ça va être difficile de se concentrer, mais on va faire des efforts. Donc je suis le mari de Marie-Laure, je m'appelle Olivier, j'ai 58 ans, j'ai des enfants majeurs, tout se passe bien à la maison et quoi dire d'autre? Ben, c'est déjà très bien. Vous pouvez peut-être commencer par nous résumer quel a été votre parcours de soins, vous en tant que patiente et vous, monsieur, en tant qu'aidant. Mon parcours de soins, donc ça a commencé par une crise d'épilepsie. J'ai été prise en charge par les pompiers. J'ai atterri dans un hôpital en province où j'ai été très bien accueillie. Et on m'a dit, effectivement, vous avez une lésion au niveau du cerveau. Bon, ok. Voilà, on vous donne un papier et puis vous allez à Caen voir un professeur machin. Ok, bon. Euh, bon, il se trouve que je suis vétérinaire, j'ai un minimum de connaissances médicales et je me suis dit, ah, ça va pas aller. Il faut que je trouve quelqu'un qui m'explique bien ce qui se passe parce que c'est pas ma spécialité. Et donc j'ai contacté le professeur Palu pour avoir un rendez-vous pour discuter avec lui et pour qu'il m'explique correctement ce qui se passait. Et donc je l'ai eu très rapidement et je vous en remercie parce que vous êtes toujours disponible pour discuter. J'ai eu un rendez-vous très rapidement, on a discuté ensemble, on a discuté des possibilités que la science m'offrait. Donc j'ai décidé avec mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, de partir sur une intervention en chirurgie éveillée, dont le principe me plaisait bien, parce que du coup je rentrais dans un bloc chirurgical, ça me plaisait. Voilà. J'ai pas eu d'appréhension à ce niveau-là. Euh, donc j'ai été opérée, je suis restée 5 jours à l'hôpital. Euh, je dois dire que j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai très très mal supporté le post-opératoire. En fait, contrairement aux gens, j'ai l'impression que tout le monde a trouvé des super kinés, tout ça. Moi, pas du tout. Je me suis effondrée totalement. Euh, j'ai vraiment mis beaucoup beaucoup de temps à revenir. Euh, et voilà, après, j'ai repris mon travail il y a un an et ça se passe bien. J'ai changé parce qu'avant je faisais de la chirurgie, n'en fais plus parce que j'estime que je suis plus suffisamment alerte pour faire de la chirurgie et donc j'ai repassé des examens en imagerie médicale que j'ai eu il y a 15 jours. Euh, et donc bah, la vie continue, voilà. J'ai été extrêmement bien entourée par toute ma famille et par mon mari. Voilà. Merci pour ce résumé du parcours. Pour vous, monsieur, vous qui l'avez vécu à ses côtés. Le parcours, il a démarré avant la crise d'épilepsie. On était atteints Covid tous les deux, on était dans notre résidence secondaire et je l'ai vu effondrer par terre. J'ai appelé le 15 et à partir de là, ma vie s'est mise aussi entre parenthèses. C'est-à-dire que j'ai fait le choix, quand je dis entre parenthèses, c'est que je n'ai plus travaillé. C'est-à-dire que j'ai accompagné ma femme pendant les 24 mois qui ont suivi. Donc, ces écrits, ces mails, les réponses du professeur et d'autres, je les ai vécus à l'instant T. Et ça n'a pas, voilà, j'ai pas dérogé. On a été jumeaux pendant 24 mois, quoi qu'il arrive. Donc j'ai fait la connaissance du professeur Palu, j'étais ravi de le rencontrer. Au-delà d'un grand professeur, c'est quelqu'un, bah, c'est un homme, c'est un être humain, et c'est une personne qui sait se mettre au niveau de son patient, en tout cas expliquer correctement qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il va faire, et les suivis qu'il va faire. Donc moi,
j'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que quand ma femme a vécu ceci, c'était très compliqué. Bon, on viendra peut-être après. Et j'ai repris une activité professionnelle depuis lors, quand même. D'accord. Quand on a préparé aujourd'hui, vous avez évoqué le mot de chamboulement tous les deux. Et vous vouliez peut-être parler de ça, le chamboulement dans votre vie. Vous l'avez dit 5 fois, vous avez parlé du travail, Ah ben, tous les oui, deux. je parle pour moi. Il y a eu un chamboulement parce que j'ai arrêté de travailler du jour au lendemain. Un chamboulement dans ma vie personnelle parce que mes enfants étaient à l'étranger, ils ont été obligés, enfin ils n'ont pas été obligés, ils ont voulu revenir très rapidement. Un bouleversement dans ma vie, dans ma vie personnelle aussi parce que le sentiment d'être un boulet en fait. Et donc voilà, il y avait une culpabilité qui était inhérente à la maladie que j'ai eu du mal à accepter. Pour exprimer, j'ai pris des notes, hein, on a échangé avec le professeur depuis une semaine. Les chamboulements, en fait, faut connaître ma femme, donc c'est pas une hyperactive, c'est une personne avec un sacré caractère, on va dire. Donc, de toute façon, quand on exerce une profession comme la sienne, veto, mais chirurgie aussi, il faut vraiment être bien calibré dans son esprit. Et donc, se retrouver en inactivité, effectivement, ça a été très dur. En fait, on s'est retrouvé dans un brouillard. On dit que quand on va à Londres, le pire, c'est de se retrouver dans le brouillard londonien. Ben, c'est ce qui nous est arrivé. Les chamboulements, c'est que, ben, comme on vous l'a dit, on est une famille, des enfants d'un côté, des enfants de l'autre. C'est-à-dire on met tout en pause, en fait. On essaye de s'intéresser à tout le monde, à notre entourage, nos proches, mais on est incapable de se projeter, moyen, long, court terme, peu importe le terme, mais on est incapable de se projeter. On est deux personnes un peu intellectuelles, donc moi j'ai un niveau aussi, voilà, j'étais dirigeant d'entreprise. Quand on ne peut plus réfléchir, on se sent mal finalement. On se sent invalide, invalide tout simplement. C'est pas le terme que je voulais employer, mais je l'emploie. Et donc, bah pour ça, moi, j'ai trouvé une méthodologie. Donc, comme je dis au bureau, j'ai fait une prise de vue d'hélicoptère, puis après, j'ai appliqué une méthodologie un peu militaire, et puis pour recadrer tout ça, parce qu'on ne peut pas se laisser aller. C'est pas parce que sa compagne déprime qu'il faut déprimer. On se fait accompagner, s'il faut se faire accompagner, bien sûr. Mais il faut, voilà, il faut se cadrer, il faut réfléchir, après, il faut se faire entourer, bien entendu, si on le souhaite. Mais voilà, faut que son cerveau refonctionne et retrouve cette capacité, son intelligence à mener un autre combat, c'est le combat du quotidien. Merci. Quand on échangeait, madame, un des éléments très importants, c'était la reprise du travail. D'ailleurs, vous m'aviez un jour envoyé une photo de vous au cabinet en tenue, donc c'était vraiment une étape très importante. Est-ce que cet objectif était un élément pour tenir? C'était un objectif, comme je dis, et c'était autre chose? Un marqueur particulier? Oui, c'était un marqueur particulier parce que dans les premiers temps, je vais pleurer, hein, mais c'est pas grave. Dans les premiers temps, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais exercer mon métier. Et ça a été quelque chose de terrible pour moi. Et puis au fur et à mesure, en discutant avec vous, avec mon mari, avec mes enfants, avec des amis, ben, j'ai repris confiance un tout petit peu, puis un tout petit peu. Et je suis retournée au cabinet en off pour déjà reprendre contact avec mes collègues qui ont pris ma relève pendant que j'étais absente. Et j'ai senti qu'ils avaient envie de me revoir, qu'ils me faisaient confiance aussi, parce que c'était important pour moi, la confiance. Et donc je suis retournée, avant de reprendre mon travail, quasiment pendant 10 mois, 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Et puis à un moment, j'ai repris mes instruments de chirurgie. J'étais persuadée que je serais incapable et finalement je les ai repris. Et les lésions, les difficultés que j'avais au niveau moteur, parce que moi ça se situait sur le côté gauche, le côté moteur gauche, tout ça est revenu tranquillement, gentiment. On me l'avait dit,
vous me l'aviez dit, mais quand on se retrouve le lendemain de l'opération sur le lit d'hôpital, hémiparétique, avec une sonde urinaire, c'est pas, voilà, c'est pas une vision très confortable. J'ai aussi eu du mal en post-opératoire, je le répète, mais c'est quelque chose d'important et je pense que ça a participé à mon effondrement après. Donc, effectivement, on est levé le lendemain de l'intervention et on m'a tendu un déambulateur comme ça. Et je dois dire que ça a été un choc terrible pour moi. Et j'ai associé donc ce déambulateur à la fin de ma vie, à la fin de ma vie professionnelle, à la fin voilà. Et au fur et à mesure, avec l'aide de professionnels, notamment psychologues et psychiatres, j'ai réussi à remonter la pente. Ma famille a fait un travail formidable parce qu'ils ont été derrière moi, mais sans arrêt, sans arrêt. Et donc, j'ai repris confiance progressivement. Et au bout de 2 ans, j'ai repris mes consultations. J'ai accepté aussi de ne plus être aussi performante qu'avant, parce que je travaillais beaucoup. Maintenant, je travaille beaucoup moins et ça me va bien aussi. Mais le travail aussi, effectivement, a été un moteur pour moi parce que c'était vraiment l'accomplissement en fait de ma rééducation, de ma récupération. D'accord, vous avez dit que votre famille était toujours à vos côtés, monsieur. Comment avez-vous fait? Quelles organisations avez-vous mis en œuvre pour arriver à la seconder? Je peux rajouter? Ah ben bien sûr. Rajouter, parce qu'elle oublie la moitié des choses, en fait. Ouais, maintenant tu as un trou dans le cerveau. Non, docteur Palu nous dit, après l'opération, vous inquiétez pas, ça va revenir. Pas forcément à 100% comme vous l'êtes, mais au-delà de, je sais plus, c'était 3 ou 6 mois, vous ne pourrez pas faire un jogging, mais en revanche, vous pourrez marcher sur un chemin caillouteux. Je sais pas si vous vous souvenez de vos expressions. Oui. Et on est parti en Corse 2 mois après l'opération, 2 mois et demi. Et pour ceux qui connaissent la Corse, les chemins sont assez caillouteux. J'ai un rhinocéros, moi j'ai un bulldozer à côté de moi, qui dit « Mais pourquoi il m'a dit 6 mois? Moi je veux maintenant. » Et au bout de 3 mois, elle marchait, quoi. C'est dingue, hein? Tout marchait, Bref. sauf la confiance. Non, mais quand je dis elle marchait de façon autonome. La confiance est un élément important. Et l'accompagnement post-chirurgie est un élément extrêmement important. J'ai été merveilleusement opérée, j'ai été merveilleusement accompagnée. Je remercie aussi l'État français parce que ça coûte cher une intervention comme ça et voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. En revanche, le post-opératoire, c'est-à-dire que l'accompagnement psychologique, psychiatrique, la kiné, j'ai eu l'impression d'être larguée dans le néant en fait. Et je regardais votre petit slide ce matin avec un tiers de temps de psychologue. Oui. Et ça m'a... Enfin, j'étais sans voix, je me suis dit, mais un tiers Au 25, pour être précis. Voilà. Un quart temps. Et je regardais les kinés avec le volume d'opérations que vous faites, je suis sidérée en fait, que vous n'en ayez pas plus. Et je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai eu ce sentiment d'abandon. Pourquoi est-ce que on m'a dit j'ai une ordonnance avec les séances de kiné, les séances de, on m'a dit si vous avez besoin prenez rendez-vous avec un psychiatre, ok, mais c'est tout.
Le seul accompagnement que j'ai eu, et je tiens à remercier Madame Trancard, c'est en orthophonie, parce qu'elle m'a donné le nom d'une personne à aller voir, Madame Douglas, qui était formidable, et au moins là j'ai été accompagnée. Et je trouve que si le GHU n'a pas les éléments en son sein pour accompagner le post-opératoire, il faut pouvoir pallier ce genre de choses parce que ça a participé aussi à mon effondrement psychologique, je pense. C'est bon, t'as fini? De top plan. Je rebondis sur la question comment j'ai fait pour m'organiser. C'était un peu ça. Bon, à part le côté militaire, je suis pas militaire, mais j'aime bien voilà, ce côté-là. Un point qui moi a été psychologiquement assez dur, c'est bon, faut voir l'état dans lequel ma femme est sortie, hein, donc avec un déambulateur, et quand on sort de l'aile, l'ex-aile, et qu'il y a une personne qui vous pique le déambulateur de l'hôpital, qui vous dit non, vous l'emportez pas, et que nous on est un peu démunis parce qu'on nous a pas prévenus. C'est un peu limite. Mais ça, voilà, la parenthèse est fermée. Non, le point important, c'est que bon, on voit l'état de sa femme, on se dit mais comment elle va faire pour manger, enfin, les gestes du quotidien. Hein, on est tous d'accord, on se lève, on se nourrit, on se lave, etc. Il y a un autre point, c'est que quand on dort, on est allongé, mais on peut tomber. Donc mon esprit, j'étais toujours en éveil, et j'ai eu une fatigue psychologique énorme sur être à l'écoute tout le temps. Voilà, moi je veux pas pleurer. Voilà. D'accord. Non mais c'est difficile. Ben oui, c'est difficile et merci de partager ça. On avait également évoqué dans la préparation la possibilité de conséquences positives. Vous l'avez fait un petit peu de cette épreuve dans votre vie. Qu'en est-il? Alors aujourd'hui, on parle de la vie d'avant, de la vie d'après, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça m'a apporté quelque chose d'extrêmement positif. La seule chose négative, c'est toujours cette épée de Damoclès avec les contrôles tous les 3 mois, tous les 4 mois. Voilà. Mais ça, je ne dirais pas que je l'ai accepté, mais bon, je l'ai intégré. En revanche, c'est quelque chose de finalement positif. Ça m'a permis de recréer des liens différents avec mes enfants. Ça m'a permis de réinventer mon travail parce que je commençais effectivement, même si on ne s'en rend pas compte, je commençais effectivement à fatiguer dans mon exercice. Ça m'a permis de me marier, puisqu'on n'était pas mariés, qu'on s'est dit que voilà, ce serait bien de se marier. Ça m'a permis de m'installer en partie dans notre résidence en Corse, qui a été un endroit où une renaissance, voilà, où j'ai pu faire aussi ma rééducation. Alors au lieu d'être dans une salle de kiné, effectivement, j'étais sur les chemins caillouteux. C'était vachement plus sympa. Donc globalement, je dirais, c'est un événement de vie dramatique quand ça vous arrive. Mais in fine, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai une vie mieux qu'avant. Voilà, à part ce côté épée de Damoclès. Donc, ça, c'est la vieillesse, parce que tu oublies les choses. Non, le professeur Palu me dit c'est la vieillerie. Hein. Je dis ça des fois. Ouais. Non, le côté positif, mais bien entendu, il faut toujours sortir d'une épreuve avec du positif, sinon on s'effondre. Profitez de chaque instant, voilà, on se dit carpe diem, je sais pas si ça vous rappelle un film, mais en tout cas carpe diem, oui, il faut profiter de chaque instant, c'est important, se recentrer sur l'autre, puisqu'on l'avait peut-être oublié, peut-être délaissé, donc ça permet aussi de mettre l'amour, franchement, je galvaude pas ce mot, l'amour, il faut parler d'amour, il faut être bienveillant l'un envers l'autre, et ça rapproche, c'est pas plus mal. Le respect, c'est pas parce qu'on voit un individu à côté de soi qui a plus le moral, qui perd ses moyens, qui pense que c'est terminé. Non, il faut respecter l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Donc, ça force au respect aussi par rapport aux personnes qu'on peut voir dans la rue, sa famille, ses amis, etc. Donc, voilà. Positif. Et d'une manière générale, une maturité. Je pense que, même à mon âge, 58 ans, il y a 3 ans, j'avais 55, mais
j'ai une maturité comme mon père a pu en avoir en fin de vie, quoi. J'ai gagné 20 ans de maturité. C'est beau. C'est beau, c'est beau. L'exemple que je pourrais prendre, bah, elle l'a pris, hein, la Corse, mais ça, c'est pas grave, hein. Je lui ai laissé. Oui, une chose importante. Il faut savoir se déconnecter de son inertie passée. Je sais pas si j'arrive à faire passer un message, mais j'étais hyper actif dans mon boulot, elle était hyper active dans son boulot. Et cette parenthèse de 2 ans, puisqu'elle a retravaillé moi aussi, eh ben, je l'ai mise à profit pour penser ma vie autrement, en écoutant mieux les gens, en étant plus à l'écoute, puisque entendre n'est pas écouter, bien entendu. Et donc, l'inertie du travailleur lambda qui fonce, qui veut atteindre ses objectifs, ben non, on baisse ses objectifs de façon à les atteindre de façon plus rapide peut-être, mais plus qualitative. Donc, j'insiste sur la qualité. Merci. Merci encore une fois pour ce témoignage. Peut-être vous, Olivier, en tant qu'aidant, le mot de la fin sur notre petite interview, un mot, un message que vous aimeriez que l'on garde pour plus tard. C'est toujours compliqué de conclure, surtout que j'ai pas participé à la journée complète. Mais je trouve que l'aidant n'est, je ne vais pas dire qu'il n'est pas pris en compte, mais on sous-estime son rôle et son pouvoir dans la guérison. Donc, ok, vous charcutez les gens, vous ouvrez des crânes, vous refiltrez, et c'est votre table, c'est votre job. Mais derrière, les équipes doivent dire, ok, l'aidant, viens avec moi, il faut que je te dise un truc. Elle va être comme ça, il va falloir faire ça, ou mieux peut-être comme ça. Donc, et ça, j'ai jamais eu ce discours. Donc l'aidant, je travaille dans les assurances, je suis gestionnaire de patrimoine, et donc il y a des campagnes chez AXA où on dit l'aidant, l'aidant, l'aidant. Oui, mais l'aidant, oui, c'est pas que financier, hein, c'est pas une charge financière, c'est aussi là-dedans apporter auprès de l'aidant un discours rassurant, surtout rassurant, pour lui dire voilà, vous allez être là pour elle, voilà les conseils qu'on peut vous donner. Ne partez pas de rien. Merci beaucoup.